Bonjour à tous. Effectivement, Solène Peragros. J'ai repris tout récemment la co-direction générale d'Étamines, mais j'y suis associée depuis 15 ans. C'est plutôt un changement dans la continuité. Je vais vous parler du collège Katia Kraft qui démarre en chantier là, cette rentrée et qui sera livré à la rentrée prochaine. Il accueillera à cette occasion 730 élèves. C'est un projet qui est issu qui a fait l'objet d'un marché global de performance et qui a réuni à cette occasion-là une équipe composée de OBM, spécialisée en construction bois, des architectes de BBC Architects, de Terrabilis pour les questions de paysage, et puis vous avez l'ensemble de la maîtrise d'œuvre sur la slide que vous voyez, dont Étamines. Étamines, on a assuré tout le conseil environnemental sur les aspects performance énergétique, solutions constructives bas carbone, biodiversité notamment. Je vais vous parler du coup plus particulièrement aujourd'hui de l'aspect carbone. Néanmoins, vraiment, il y a eu sur ce projet une démarche environnementale globale et ambitieuse sur tous les sujets environnementaux. Il fait l'objet d'une certification HQE BD au niveau excellent pour un peu objectiver toutes ces performances environnementales. Le collège en lui-même, il est constitué de 3 bâtiments. Donc on a un bâtiment que je vais appeler dans la suite de la présentation le bâtiment principal, que vous voyez sur la gauche, qui accueille au rez-de-chaussée des espaces de restauration. Un bâtiment et en étage des espaces d'enseignement. Le second bâtiment, il accueille une salle polyvalente et une salle de sport. Et puis le dernier bâtiment plus petit accueille les logements de fonction. On a un projet qui se déploie en R+2 maximum. Donc là, vous avez l'étage avec les espaces d'enseignement. Le programme qui était proposé pour ce collège était ambitieux sur plein de sujets. Et sur l'aspect carbone, il était formulé en 3 objectifs. Atteindre le IC construction de la RE 2020 au seuil 2025. Donc c'était en avance de phase par rapport au lancement de cette opération. Atteindre le niveau C1 du label E+C- et atteindre le niveau 3 du label bâtiment biosourcé. Le tout autour de Lyon, donc en zone sismique 3. Les grandes orientations qui ont été retenues sur ce collège pour parvenir à cet objectif, la première, c'était une architecture rationnelle. On a des bâtiments qui sont compacts, qui s'inscrivent sur le site sans proposer d'infrastructure. Ça, c'est le premier palier et je le souligne, il est vraiment important. Le deuxième qui vient plus naturellement à l'esprit, c'est autour des solutions qui sont constructives qui sont retenues. Donc on a une structure bois qui est largement majoritaire, qui est constituée de planchers, de refends massifs en CLT ou en lamellé collé, renforcés par des poteaux poutres. Et puis des façades qui sont des murs à ossature bois, constitués de caissons préfabriqués, isolés avec des bottes de paille. On a aussi de l'isolation laine de bois partout où on ne peut pas isoler en paille et dans certains espaces, des enduits en terre crue pour participer au confort d'été. Donc, un travail sur l'architecture et sur les solutions constructives. Les solutions constructives, celles que je vous ai listées, elles sont en faveur de la performance carbone. Ce projet, il intègre aussi des solutions constructives qui ont été retenues au service de la performance énergétique et de l'adaptation climatique et qui n'allaient pas forcément de soi dans une logique d'optimisation carbone. On a notamment des menuiseries aluminium à triple vitrage qui sont équipées de protection solaire extérieure, donc un peu adaptées suivant les orientations, mais entre des stores et des brise-soleil. Donc ça, c'est très vertueux, mais il faut savoir que ça a un poids carbone qui n'est pas négligeable. Donc je le souligne également. Et puis, on a encore du béton dans cette construction pour le plancher bas, pour les murs de la restauration, pour les blocs de circulation verticale notamment, sur le bâtiment sportif. Donc ça fait partie des contraintes constructives générales du bâtiment. Et on a aussi un ceinturage du bâtiment principal en acier pour répondre aux objectifs sismiques.
Je fais un petit zoom sur les solutions constructives, justement. Alors, c'est un projet, donc on l'a vu, 7200 mètres carrés, c'est un projet qui est très important avec ce type de solution constructive dans un timing un peu contraint. Et du coup, le choix du constructeur, ça a été de diviser en 2 sites de production les façades du projet. Donc, une partie des façades ont été préfabriquées sur le site d'OBM, donc à côté d'Orléans, dans le Loiret, avec du bois et de la paille en provenance de Vendée, là aussi pour des enjeux d'approvisionnement grande échelle. Et puis, un fabricant a été retenu pour environ un tiers des façades du projet, cette fois-ci en Bourgogne. On a 2 provenances. Un petit zoom pour dire que sur le premier objectif qui était atteindre le niveau 3 du label bâtiment biosourcé, donc c'était 36 kg de matériaux biosourcés par mètre carré de surface de plancher, le projet il est à 144. Donc on est à 5 fois plus que l'objectif. On l'atteint largement et on voit que 50% de la matière biosourcée qui est mise en œuvre sur le projet, c'est les planchers porteurs en bois massif. Donc voilà. Une quantité de matériaux biosourcés qui est apportée sur ce projet qui est très importante et largement au-delà du seuil du bâtiment biosourcé. Je continue sur mes matériaux. Donc, une spécificité du projet, on l'a vu, pour répondre à l'enjeu de grande échelle, c'est le sourcing des matériaux biosourcés. Donc là, si on fait un petit zoom sur les murs à ossature bois, si on s'intéresse aux données environnementales qui sont à la source de la réponse du projet aux objectifs de performance sur les indicateurs IC Construction de la RE 2020. Quand on utilise une donnée environnementale standard, c'est celle qui a été utilisée sur le projet, c'est la donnée collective pour les murs à ossature bois de provenance France. On a en gros un impact transport qui est prévu dans cette donnée collective, qui est de 78 km en camion 24 tonnes. Sur le projet, les murs à ossature bois, ils ont parcouru 500 km de plus que ce qui est prévu dans la donnée d'impact environnemental utilisable. Donc on s'est questionné sur ce choix-là, ce que ça générait, ce que ça pesait. Donc là, vous avez un petit zoom. En 2 colonnes, vous avez à gauche les impacts environnementaux de cette donnée collective, et puis à droite, ce que ça donne si on prend en compte une correction pour le transport. Donc ce qu'on remarque, alors, les résultats, ils sont présentés en 3 conventions. Ce sont les 2 dernières lignes en rose qui nous intéressent à chaque fois. Donc en convention plus C-, 1 mètre carré de mur à ossature bois produit en France, ça pèse 4,3 kg équivalent CO2. Quand on a une augmentation de 41% de cet impact, si on le corrige par la donnée du transport réel telle qu'elle a été utilisée sur le projet. Donc c'est quand même significatif. On verra comment ça se positionne à l'échelle de l'ensemble du bâtiment. Si on fait le même exercice en convention de calcul RE 2020, on a une augmentation de l'impact de 22% associée à la phase transport. C'est bon pour vous, ce petit jalon. Si on fait le même exercice sur la paille, alors là, on a utilisé pour la paille une donnée environnementale d'isolation répartie non porteuse en paille, qui est une donnée environnementale par défaut. Et comme c'est une donnée environnementale par défaut, on n'accède pas à l'hypothèse qui a été retenue pour le transport. Donc, on a regardé ce que ça donnait dans la donnée collective. C'est 132 km qui est retenu à l'échelle de la France. Sur notre projet, on est à quasiment 600 km. Transporter la paille sur 600 km, ça produit une augmentation des impacts environnementaux pour 1 mètre carré de mur en paille, qui est de presque, on double presque en convention E+, C-, et on augmente de 50% en convention RE 2020. Un petit zoom sur comment c'est mis en œuvre sur le projet. Donc, on a vraiment des murs à ossature bois avec des bottes de 36 cm d'épaisseur. On aperçoit ici le ceinturage métallique. Et puis, au droit des planchers et puis entre 2 baies vitrées, on a cette présence de laine minérale pour absorber l'impact de la structure. Maintenant qu'on a zoomé sur les solutions constructives, si on regarde au global la performance carbone de ce bâtiment-là.
En convention E+C-, donc ça paraît un peu daté aujourd'hui, le projet, il atteint sur l'indicateur PCE Max, donc c'est un peu technique, mais c'est sur les solutions constructives, on atteint un impact carbone de 994 pour un seuil de ce niveau carbone 1 qui est à 1050. Donc on est conforme à l'objectif qu'on visait. Ça, c'est en faisant le calcul avec les données conventionnelles de la RE 2020, sans la correction volontaire du transport qu'on a évalué précédemment. Ce qu'on remarque, et c'est important de le souligner sur ce projet, c'est qu'on a le lot de superstructures maçonnerie qui apparaît seulement en 4e position des impacts environnementaux de ce bâtiment-là. Assez loin derrière, le lot façade et menuiserie extérieure, on l'a vu, l'impact de nos menuiseries aluminium à triple vitrage va peser pas mal. Si on regarde rapidement, non plus par lot, mais par produit de construction, dans quel est l'ordre des impactants, ben là, on va retrouver en 2 premiers des lots techniques, donc, qui sont des lots forfaitaires sur lesquels on n'avait pas la main au moment de la réalisation de ce calcul. Et en 3e position, les fameuses fenêtres à triple vitrage. Les éléments d'ossature bois, ceux pour lesquels on a regardé l'impact transport, ils arrivent seulement en 5e position. Si on applique à ce bâtiment de façon volontaire la correction de transport qu'on a vue précédemment sur les façades à ossature bois et sur la paille, on a une augmentation de l'impact carbone des solutions constructives de près de 3%. Ce n'est pas négligeable, c'est néanmoins modéré par rapport au reste des efforts qui sont faits sur le bâtiment. Et on a un bâtiment qui reste conforme à l'objectif visé, qui reste toujours C1. Ça, c'est le regard en convention E+C-. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si on regarde maintenant comment se positionne le projet par rapport à la convention RE 2020. Donc là, pour mémoire, on visait la conformité au seuil 2025. Donc on y est largement. On a un indicateur IC Construction qui est 33% plus performant que l'attendu 2025 de la RE 2020, donc un bâtiment qui franchit vraiment un énorme cap là-dessus, grâce notamment à ces solutions biosourcées. En énergie, j'en parlerai pas parce que c'est pas le focus de la présentation, mais pour information, le bâtiment il est raccordé au réseau de chaleur urbain et il a une centrale photovoltaïque en toiture. Là, si on regarde comment se classe la contribution des différents produits de construction, eh ben, on a un classement qui est un peu différent de la convention E+C-, mais des grands jalons qui se retrouvent. Donc, dans l'ordre des plus impactants, dans les valeurs positives, on va avoir encore le courant fort et puis les fameuses fenêtres à triple vitrage en aluminium. Et puis des gros gains de carbone qui sont apportés par les impacts négatifs des éléments d'ossature bois. Donc, vous vous rappelez, en convention RE 2020, on perd 50% de ce gain-là en corrigeant par le transport. Donc, on regarde ce que ça donne. Si on corrige l'impact de transport de façon volontaire sur ce projet, eh ben on a eu une augmentation cette fois de 8% de l'impact carbone, contre 3% en convention E+C-. On reste néanmoins toujours largement conforme au seuil 2025 qu'on visait. Donc voilà, ça remet un petit peu en perspective les idées qu'on a pu avoir sur ce projet. On a un projet qui met en œuvre des choix constructifs qui sont néanmoins très ambitieux, qui a poussé les curseurs du biosourcé très très loin. Et ça, grâce à un cahier des charges établi par la métropole de Lyon qui était, depuis le départ, extrêmement ambitieux, avec ce montage en marché global de performance. On a la contrainte d'un contexte sismique, mais aussi l'avantage d'une emprise foncière qui a permis sur ce collège un déploiement en R+2 Maxis qui nous a franchi d'un certain nombre là aussi de règles qui ne seraient pas forcément duplicables à plus grande hauteur. On a fait des choix constructifs qui vont loin sur les biosourcés, mais qui sont compatibles avec de très bonnes performances énergétiques et de confort et d'adaptation climatique. Et voilà, comme j'ai essayé de le faire transparaître au fil de ma présentation, pour aller plus loin, pour de prochaines opérations, il y a un vrai enjeu de production, enfin de capacité de production et de localisation de la filière bois-paille. Là, la provenance lointaine de la paille, c'est un défi logistique. Donc on a des filières plus locales,
mais qui n'étaient pas en capacité de produire en temps et en heure à cette échelle d'opération. Et puis, dans les pas pour le futur, construire paille, c'est un vrai enjeu à attraper dès l'esquisse architecturale. Et là, on mesure peut-être le pas supplémentaire qui peut être fait en intégrant complètement les contraintes dimensionnelles à l'architecture et notamment en anticipant l'écartement des baies pour qu'on puisse avoir une botte de paille entre deux baies. Là, il y a une certaine complexité constructive qui est obtenue en utilisant de la laine de bois là où on n'est pas sur des dimensions compatibles avec des bottes de paille. Voilà pour ce tour d'horizon du futur collège Katia Kraft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Solène. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous savez qu'on a eu une intervention très, très pointue. Il n'y a pas que les enfants qui font leur rentrée des classes, il y a les adultes aussi. Mais on voit aussi avec cette démonstration que le sujet du carbone, maintenant, ça devient quelque chose d'extrêmement pointu et tout le monde doit s'intéresser de manière très, très détaillée au moindre impact. Donc, il y a une question au fond. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour. Paul Ofcar. Alors, je travaille chez FH Construction Sud-Est en tant qu'ingénieur décarbonation. Du coup, voilà, je suis beaucoup amené à travailler sur les sujets de calcul ACV, RE2020. Et la question que je me posais, c'est comment vous avez intégré l'impact transport d'un point de vue réglementaire dans les logiciels ? Vous avez joué sur la quantité ? Alors, ce n'est pas intégré dans les logiciels réglementaires, c'est des tests qu'on a fait en post-traitement des données, puisque je ne l'ai peut-être pas dit de façon suffisamment explicite, mais c'est de droit qu'on utilise les données par défaut, y compris quand on a des spécificités de transport. Elles sont nationales, les données environnementales, et elles sont supposées constituer une moyenne d'impact pour la France entière. Donc là, on a travaillé par regard a posteriori, aussi parce que c'est une question qui s'est posée finalement assez tard dans le process de conception et de validation des indicateurs environnementaux. Il a fallu avancer assez loin dans ce que seraient les capacités constructives pour pouvoir faire cette évaluation-là. Très bien, merci. Merci. Il y a une question au centre. Bonjour, Sylvain Couat, chargé de programme rénovation énergétique pour la région Pays de Loire. Sur tous les autres lots, CVC, tout ce qui est réseau et choses comme ça, est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi sur l'organisation du bâtiment et de ses usages pour limiter en fait la quantité de matériaux et donc l'impact sur le volet carbone ? Alors, oui, il y a eu cette réflexion-là, mais non, on ne le voit pas dans les indicateurs environnementaux, puisque sur les lots techniques pour cette opération, on a travaillé avec des données, avec des lots forfaitaires. Donc, ce n'est pas valoriser le travail qui a été fait. Par contre, quand je parlais de travail sur la rationalisation de l'architecture au démarrage du projet, ça a intégré aussi une rationalisation sur tous les lots techniques. Et c'est vraiment le premier gap et le premier levier d'optimisation de l'impact carbone de la construction, ce travail initial sur l'architecture, avant même le regard sur les solutions constructives. Merci. On peut prendre une dernière question avant de passer à l'intervention suivante. Bonjour, Étienne Béduneau, association Oikos, référent aussi régional de la construction paille pour la région. Moi, j'avais une petite question. Merci pour votre présentation. Et la question, est-ce que ce même type de démarche, vraiment mesurer l'impact transport sur un matériau d'isolation, a déjà été conduit pour des projets avec des isolants conventionnels? Je pense à de la laine de verre qu'on trouve très facilement chez Point P à moins de 10 km, mais qui en réalité est très souvent produit à l'étranger. Et donc pour laquelle la question en finale ne se pose que très très rarement. C'est une bonne question. On va dire que pour les filières industrialisées, la façon de construire les données environnementales à l'échelle de la France,
c'est de regarder pour chaque chantier à quelle distance moyenne en France on est d'un site de production pour le matériau en question qu'on regarde. Donc effectivement, il peut y avoir de façon réaliste sur un chantier type vraiment des écarts. Là, c'est vraiment un choix volontaire parce qu'on est allé loin dans les solutions constructives et que je vous ai présenté l'aspect qui nous a questionné sur ce sujet et comment on pourrait faire pour aller plus loin et d'essayer d'objectiver ça. Mais bien sûr, la question se pose pas seulement pour les matériaux biosourcés. Et encore une fois, c'est un axe de progrès pour ces opérations demain. Ça montre une voie. C'était déjà un défi de parvenir à réaliser ce collège et cet équipement complètement au quasi complètement en matériaux biosourcés, et on est fiers et contents de cette première grosse marche. Je vous ai présenté le travail qui reste à faire pour demain, pour aussi vous permettre des débats sur la question, mais voilà. Merci beaucoup Solène, et puis on a bien entendu le message de l'importance du développement de filières locales aussi pour répondre à des projets d'ampleur qui vont se développer sur le territoire. Merci beaucoup.